Ok. Bah, bonjour à tous et merci d'être Bonjour. avec nous. Nous sommes avec Claire Garand. Euh, Claire Garand qui Bonjour. est... Oui, désolée. Claire Garand qui est autrice donc de nouvelles, de novellas. Elle a écrit un roman aussi de young adult, de fantasy, qui s'appelle Les Maîtres de la Lumière, qui a gagné le prix de la Cour de l'Imaginaire en 2019 et qui avait été publié aux éditions Royce. Et qui a aussi écrit une série numérique horrifique Extinction Party, qui était chez Doors. Aujourd'hui, on va vous parler de Paideia, le magnifique roman qui est juste en dessous euh, sur l'écran. Donc, il y a un roman publié cette année aux éditions La Volte, un roman de science-fiction qui n'est pas une anticipation comme on en voit souvent, et qui n'est pas non plus un roman de conquête spatiale comme on a l'habitude, même si ça parle de conquête spatiale aussi. Voilà, voilà. Est-ce que tu as 2 mots à dire avant que l'on commence? Bah oui, moi je suis très contente d'être invitée sur ta chaîne Twitch et surtout pour parler de ce roman et puis sans doute des thématiques qui y sont associées, ça me fait plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Oui, il Voilà, y donc a, il y a merci. beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. On va surtout ne pas tout dire pour laisser de la surprise au lecteur. Et oui, il y a beaucoup de thématiques. C'est pour ça que on a parlé rapidement avant que ça commence, mais j'ai plus des pistes de discussion parce que effectivement, quand ça fonctionne par thématique, j'ai pas vraiment de questions à proprement parler. Je trouve que c'est moins intéressant aussi de poser des questions plutôt que d'avoir une discussion construite autour de la thématique qui est abordée. Cependant, j'ai quand même des questions. Des questions un peu plus générales que je pose à quasiment tous les auteurs parce que je trouve que c'est intéressant de voir aussi ce qui diffère dans les processus d'écriture, par exemple. Donc, je pense qu'on va commencer globalement sur des questions plus générales. Sur le processus d'écriture, la création d'univers. Je sais aussi, j'ai vu dans tes remerciements que tu as contacté un chercheur, Frank Selsi, et donc Oui, parler un peu de ça avant de rentrer dans les grosses thématiques du roman et ce qui nous prend au trip finalement quand on le lit. Voilà, voilà. Donc, le programme me va totalement. Merci beaucoup. bon bah c'est parfait. La première question que j'ai, c'est pourquoi écris-tu? Voilà, j'aime J'ai bien. combien d'heures? J'aime bien poser cette question. En fait, il m'est assez difficile d'y répondre de but en blanc, mais je vais essayer. Déjà, j'écris depuis vraiment très 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 longtemps, depuis que je suis toute petite. En fait, depuis que j'ai appris à écrire, j'écris parce que ça, je sais pas, ça a dû se trouver comme ça. C'est vraiment un mode d'expression qui me plaît énormément. Écrire, inventer des histoires, c'est vraiment quelque chose qui correspond parfaitement à ma structure mentale. J'aime inventer des choses, j'aime organiser, j'aime créer des univers, j'aime me promener, explorer. Donc évidemment, dans des univers, c'est passionnant. J'aime vivre des tas d'aventures, mais absolument pas dans la vraie vie. J'aime tout ce qui est la vie par procuration, l'invention, le rêve, la réalité m'intéresse, mais j'aime la tester autrement qu'en vrai. Donc en gros, pour moi, c'est une sorte de simulation géante. Simulation de vie, simulation d'être quelqu'un d'autre, ça j'adore. J'aime être à la place de personnages qui n'ont absolument rien à voir avec moi. Donc pour moi, l'écriture, mais c'est encore mieux qu'un jeu vidéo. Alors là, je vais mettre tous les joueurs de jeux vidéo à dos, mais pour moi, c'est encore mieux parce que j'invente tout, je choisis tout, et en même temps, je me laisse complètement porter et je me surprends moi-même. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'autres choses, mais pour moi, c'est la simulation ultime, euh, pas cher. Voilà. C'est partir de la réalité pour s'aventurer ailleurs, et dans un ailleurs dans lequel on voudrait pas forcément s'aventurer déjà, et dans lequel on ne peut Oui. pas forcément s'aventurer. C'est ça, c'est exactement ça, parce que je vais dans des endroits où je ne peux pas aller, hein, dans Paideia, je vais dans une station spatiale. Évidemment, je n'irai jamais de ma vie dans une station spatiale, ça c'est sûr.
D'abord parce que j'ai pas forcément envie d'aller dans un endroit pareil, ça me paraît pas très très accueillant. Mais donc aller dans des endroits que je ne connais pas ou dans lesquels je ne pourrai jamais aller, mais aussi des endroits très dangereux. Ça permet en écrivant, on vit des expériences horribles, mais c'est jouissif parce que c'est comme un jeu. Oui, Donc, il y a pas de on a peur, mais c'est une peur ludique. Dans la vraie vie, quand on a peur, on a vraiment peur. C'est pas drôle du tout, hein. Franchement, on se dit pas: «Ah chouette, je vais, je sais pas», enfin, on n'a pas envie de se faire peur vraiment. On aime se faire peur quand on sait qu'il y a pas de danger et pour moi, l'écriture, c'est vraiment ça. La lecture, c'est la même chose pour moi, sauf que c'est juste dans l'autre sens. Mais les 2 sont totalement liés chez moi. Donc pourquoi j'écris? Pour vivre, ma vie, puissance 1000, voilà. oui, puis c'est un jeu puisque rien n'est réel. Si c'était réel, ce ne serait plus un jeu et on Exactement. serait vraiment, pas forcément bien. Exactement et en plus, il me semble que enfin, je partage totalement, la vision de Stephen King, sur cette question et d'Aristote parce qu'ils pensent la même chose, c'est très drôle, à, 2 500 ans d'écart. À savoir que, écrire, comme lire, enfin ou comme assister à une pièce de théâtre, hein, chez Aristote, mais c'est le principe, ça nous permet d'évacuer aussi Oui, des peurs, d'évacuer des stress, d'évacuer aussi des sentiments qu'on ne peut pas éprouver dans la réalité d'une manière aussi forte, aussi violente. Ça peut être aussi, je sais pas, des histoires d'amour, ça peut être des choses positives, hein. Mais en tout cas, on va très très loin et ça nous permet d'évacuer ces sentiments, d'évacuer des espèces de trop plein de sentiments. Et lui, il appelle ça la purgation des passions, Aristote. Oui, je pense que c'est ça. Il y a une question de purgation des passions quand on écrit, au moins autant que quand on lit, me semble-t-il. Voilà. c'est une manière de se relâcher. Peut-être aussi, oui. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je trouve qu'on apprend en écrivant, on apprend la vie, on apprend à vivre en écrivant et en lisant. Parce que la vie, c'est Mmh. compliqué. Il se passe plein de choses, parfois très désagréables. On ne sait pas toujours comment réagir. On ne sait pas combien de fois on se dit ah si j'avais fait ça, si j'avais dit ça à tel moment. Et ben quand on écrit et quand on lit, me semble-t-il, on répète, on travaille, et après la vie devient comme une improvisation théâtrale, mais on a travaillé avant nos gimmicks théâtraux, donc on peut mieux on peut mieux aborder la vie d'une certaine manière. Non et puis enfin moi je trouve que les univers imaginaires, ils forcent d'autant plus à apprendre puisque on souvent on utilise, des domaines qu'on ne connaît pas et donc on est forcé, d'apprendre énormément de enfin ça dépend de la manière dont on voit les univers imaginaires, mais généralement quand on se lance vraiment dedans, on a envie qu'il y ait un certain réalisme et donc on se force à apprendre énormément de connaissances ou au moins poser des questions pour avoir ce qu'il nous faut pour écrire et heu et se plonger dans quelque chose qui nous paraît réaliste. Et donc on apprend d'autant plus et on a d'autres, bah, avec ces nouvelles connaissances, on a toujours un nouveau point de vue sur, les choses, sur les événements, sur la vie. Donc et Oui, la notion de point de vue, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est super important, mais je c'est pense qu'on va fondamental. en reparler plus tard parce que le roman est un bon exemple. Si peu. Peut-être. Du coup, moi j'avais une autre question, bah, pourquoi les univers imaginaires? En fait, c'est pas un univers imaginaire, Oui, c'est un c'est vrai, univers c'est un réaliste. futur. C'est de Bah, c'est-à-dire l'anticipation, que, un peu. oui, c'est quand même relativement. Alors, c'est pas réel, c'est pas imaginaire, c'est réaliste, on va dire. Oui, C'est un petit peu différent. Mais il me semble que, de toute façon, euh, bah, les univers imaginaires qu'on invente sont très souvent réalistes parce qu'il faut que ça soit crédible, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit vraisemblable. Donc, si on a des êtres humains, parce que c'est quand même des êtres humains dans ce roman, il faut qu'ils soient capables de vivre enfin, il faut que les conditions dans lesquelles ils se trouvent correspondent à leur physiologie. Donc déjà, forcément, il y a un minimum de cohérence. Pourquoi j'ai choisi l'imaginaire? En fait, j'ai pas choisi l'imaginaire en tant que tel. J'ai plutôt, c'est qu'en choisissant l'histoire, enfin comment dire, en choisissant le personnage, quand le personnage est né, et les conditions dans lesquelles je voulais le placer, ce qui est apparu comme le plus efficace était quelque chose d'imaginaire et quelque oui, chose qui n'existait pas, parce que je voulais le placer dans une situation vraiment impossible. Une situation où il soit totalement dépourvu d'aide,
totalement dépourvu de porte de sortie. Vraiment l'horreur. Mais pour imaginer un endroit où il y avait autant Contrainte. euh, oui, de contraintes et puis aussi peu d'échappatoires, j'ai trouvé que le vide était pas mal. Mais c'est vrai que en y repensant, là, tu vois, quand tu me poses cette question, ça me rappelle un film que j'avais vu, je crois que c'était Buried, où l'histoire se passe dans un cercueil. L'homme est enfermé dans un cercueil, c'est plus ou moins un film d'horreur. Il se réveille, il est enfermé dans un cercueil et il n'a que son téléphone portable avec lui. On l'a drogué, de mémoire, hein, je me souviens plus trop. Et toute l'histoire se passe dans ce cercueil dont il cherche à sortir grâce à son téléphone dont la batterie est plus ou moins déchargée. Et bah, là aussi, on est dans un lieu extrême, mais bah, ça avait déjà été fait le coup du cercueil, donc bon. Mais voilà, mais c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire que j'aurais pu écrire une histoire dans un cercueil. C'est pas le cas, bien évidemment, parce que ça ne. D'ailleurs, il y a eu un film, je crois, qui s'appelle Oxygène, je sais plus, dans Je lequel saurais pas dire. l'héroïne est enfermée dans un caisson et elle doit trouver de l'oxygène. C'est une actrice très connue dont évidemment le nom m'échappe là tout de suite. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que quand on cherche des conditions extrêmes dans lesquelles placer son héros ou son héroïne, ben, le vide, c'est pas mal. Une station spatiale perdue dans le vide, c'est pas mal. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. Et puis après, les choses se sont construites progressivement, c'est-à-dire que comme j'essayais de faire quelque chose de cohérent, il y a eu tous les autres éléments qui sont venus en même temps. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet endroit-là? Qu'est-ce qu'elle y fait? Pourquoi on l'a placée là? J'avais déjà un certain nombre d'éléments, mais pas tous. Et donc, tout s'est progressivement mis en place, y compris d'ailleurs la période approximative à laquelle se déroule l'histoire, etc. Donc, je dirais que c'est à la fois le personnage et l'intrigue qui ont fait que j'ai choisi un genre imaginaire, la science-fiction. Voilà, Oui, je vois. Enfin, il y a des personnes, enfin, il y a des histoires qui s'imposent dans un cadre particulier. Après, exactement. pour revenir un peu sur le cercueil, c'est en quelque sorte un cercueil. Oui, c'est en quelque sorte un cercueil, tout à fait. Mais Mais tu vois, avec plus de c'est toi qui m'y possibilités. as fait penser, je t'en remercie. Un cercueil avec un peu plus de possibilités. Oui, voilà, c'est un gros cercueil. Euh, Et donc, du coup, quand tu t'es dit que ça allait se placer dans un monde imaginaire, enfin pas un monde imaginaire, mais dans la station, finalement, puisque Paideia, c'est... Parlons un peu du bouquin, présentons un peu plus le bouquin. Ce sont 10 jeunes filles qui ont été envoyées pour sauver l'humanité dans des stations. Et donc elles sont élevées jusqu'à leurs 7 ans où elles pourront descendre sur la Lune, où sont installées par leurs couples parentaux des comment on appelle ça? Oh, Euh, c'est le village lunaire qui les oui, voilà. reconstruisent. Ils reconstruisent le village lunaire où elles pourront vivre. Et donc, donc, elles sont toutes dans des stations différentes. Elles sont chacune avec leur couple parental et un animex, une sorte d'animal de compagnie. Oui. On suit l'héroïne qui n'a pas de nom, on va y revenir juste après, et qui a pour un animex un écureuil bleu. Oui. Voilà. C'est ça, exactement. Oui, exactement. Alors, ce sont donc Lélio. des petites filles, hein, oui, et l'écureuil s'appelle Lélio. Ce sont des petites filles, donc ce sont des enfants. En fait, elles ont vraiment 7 ans, même si Même leur moins. corps a été génétiquement modifié. Mais oui, elles ont 7 ans de vie. Elles ont vécu depuis 7 ans, mais leur intelligence aussi a été modifiée, ce qui fait elles sont beaucoup plus intelligentes que moi, en tout cas. Donc, ce sont des petites filles surdouées, on va dire, et avec un corps un petit peu différent également. Mais donc, c'est des petites filles qui sont surdouées, oui. Et en même temps, on voit. En même temps, elles jouent sur leur âge. Puisqu'elles disent. C'est souvent qu'elles justifient leur jeu avec des gros guillemets.
en disant: «Mais nous sommes des enfants, nous avons» elles n'ont même pas 7 ans puisqu'elles ont 7 ans, vers la fin du livre, finalement. Donc pourtant, elles sont très matures et elles jouent, vraiment sur cet âge alors qu'elles ont bien plus, c'est l'expérience Oui, de vie aussi qui fait que certaines sont plus c'est-à-dire développées que que d'autres. en fait, comme tu le dis, elles jouent sur leur âge dans le sens où, certes, elles ont cet âge-là, je dirais en temps, en années vécues, mais comme elles sont plus intelligentes, nettement plus intelligentes que la moyenne, elles ont en même temps une mentalité de gamine Mmh, et de petite fille, et en même temps des réflexions déjà d'adultes, oui, puisqu'elles sont très intelligentes. Donc, ce qui m'avait intéressé dans ces personnages, c'est le côté à la fois brutal, violent, direct et également extrêmement émotif et très affectueux de petites filles qui ont presque 7 ans, mêlé avec une forme de cynisme, de maturité excessive, de recul presque, dans certains cas, presque de vieille dame sur un certain nombre de questions, questions politiques. Par exemple, la gestion politique qu'on voit par exemple avec le personnage de Guillemette ou le personnage d'Adrienne, ce mélange improbable m'avait paru riche à la fois de tension, de déséquilibre et de réflexion surtout, parce que oui, finalement, le fait d'avoir une intelligence couplée avec une maturité très juvénile permettait de mieux mettre en valeur, selon moi, hein, de mieux mettre en valeur les travers de la pensée, les travers de la raison raisonnante, et donc quelque chose de très enfin, de pouvoir s'en moquer aussi quelque part, parce que la raison, c'est vraiment, vraiment pas tout. C'est- Et là, on a une raison qui est dévoyée, qui est complètement pervertie, puisque c'est grâce à la raison qu'elle justifie, argument à l'appui, un système dans lequel elle se trouve embrigadée. Et c'est aussi grâce à cette raison et à ces arguments qu'elle justifie une forme d'esclavage physique et une forme d'écrasement du personnage principal qui, lui, se rebiffe. Donc la raison n'est pas forcément l'outil libérateur qu'on pourrait imaginer. Ça n'est pas oui. parce qu'on est supérieurement intelligent qu'on va forcément réussir même à comprendre les émotions et à rester humain. Voilà, l'intelligence fait partie de l'humanité, bien sûr, mais de notre sentiment d'humanité, mais il n'y a pas que ça. Il faut pas tout mettre sur la raison. Ah bah non, 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 ça c'est sûr. Hem, je vais revenir un peu sur, le personnage principal, donc la 4,2 puisqu'elles sont jugées sur leur intelligence et que on suit, la moins intelligente de toutes. Elle est même en dessous du seuil de 4,5. Oh là là, quelle horreur! C'est une Hem, idiote. quelle idiote, mon Dieu! Pourquoi ce choix? Déjà, pourquoi le choix de ne pas la nommer? De la dépersonnaliser? Parce que finalement, ne pas la nommer, c'est un peu la dépersonnaliser, alors que alors que c'est celle qui a le plus de caractère et de personnalité. Alors, ce sont les autres qui refusent de la nommer. Oui, c'est vrai. Elle a un nom, et d'ailleurs, elle se plaint à un moment de ne pas être nommée. Oui, Et donc, elle en a vraiment un, mais personne ne l'utilise. Et effectivement, comme tu le dis, c'est une manière de la rendre inexistante, de la dépersonnaliser, de la rendre euh, transparente, oui, alors que bah, précisément, elle porte une vision différente des autres. C'est une manière de reléguer à la poubelle sa vision qui est différente. Donc non, tu n'existes pas et ce que tu penses n'existe pas non plus. Donc voilà, en fait, oui. c'est très banal. C'est un En peu plus, pardon, s'il y a pas de solution, il y a pas de problème, un peu. exactement, mais c'est tout à fait ça. On en revient à la raison pervertie. Mais c'est ça. Et donc, c'est vraiment un personnage qui ne doit pas être nommé. Parce que la nommer, c'est lui donner une existence, c'est lui donner une force, c'est lui donner un pouvoir. Et il faut surtout pas lui donner de pouvoir. Ce sont les autres qui ont le pouvoir et qui se le sont accaparés à coup de harcèlement, à coup de dénigrement, à coup de violence physique et morale, psychologique également, hein.
Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et puis choisir un chiffre pour la désigner, bah, c'est classique, hein. Oui. Désigner les gens par des chiffres, il n'y a pas grand-chose de plus déshumanisant, déréalisant, a Non, et fortiori quand puis le chiffre est négatif. Enfin voilà, c'est négatif ça. dans le sens où, comme tu dis, elle est en dessous de 4,5, qui est le seuil normal de L'intelligence supérieure. l'intelligence. Voilà. Donc elle, c'est 4,2. Bon, évidemment, j'ai pas choisi 4,2 pour rien, hein. Je crois qu'on reconnaît dans 4,2 le fameux 42. Mais voilà, donc c'est très simple, hein, cette idée de ne pas nommer et de choisir pour nommer un chiffre et un chiffre méprisable. Voilà, on la met de côté, on la jette dans la poubelle spéciale, dans le broyeur à déchets. Et comment, donc, est-ce que tu as construit ce personnage? Est-ce que, tu as Oui. enfin, je pense que vu que tout tourne un peu d'elle, je suppose que oui, mais comment tu t'y es pris pour le construire? Disons que en fait, au départ, vraiment si je remonte dans la préhistoire du texte, le personnage est issu de plusieurs personnages d'une petite nouvelle que j'avais écrite, sur des sujets très différents et dont je me suis rendu compte un petit peu, tardivement, que les thèmes étaient communs et que les personnages avaient des liens entre eux. Mais, une fois qu'elle est née, bah, je l'ai construite comme on construit un personnage habituellement, c'est-à-dire j'ai essayé de comprendre qui elle était. Ce que je fais souvent, c'est que j'interviewe mon personnage. J'ai d'ailleurs dans mon ordinateur mes interviews de personnages. Et donc, je les interviewe. Je ne peux pas dire ça autrement. Je leur pose des questions. Et comme ça, je sais ce qu'ils... Enfin, ils me répondent. Alors, il y a des réponses pour lesquelles je sais très bien ce qu'ils vont me dire. Puis d'autres, ça vient un petit peu tout seul, enfin, comment dire? Ça se Ça s'écrit tout seul en quelque sorte. Oui, C'est c'est quand naturel. oui, plus on avance, plus on discute, plus je les connais et parfois, bon, bah, le personnage évolue au cours de l'interview, hein. Donc donc ce qu'il a dit au début, en fait, c'est pas du tout ça va pas correspondre, mais c'est plutôt ce qu'il dit à la fin et là, je commence à la connaître un peu mieux. Donc voilà, il y a cette manière de construire le personnage et puis, comme je te disais, j'ai travaillé à partir de personnages qui existaient dans différentes nouvelles. L'un des personnages était, un animal et elle a gardé une partie du caractère de cet animal qui était un animal, un peu particulier, bon bref. Mais il y a donc ce côté, le caractère du personnage, qu'est-ce qu'il y a au fond d'elle? Quel est son noyau vital? L'élan vital qui la pousse à faire, à se réveiller le matin, à exister, à respirer. Pourquoi est-ce qu'elle continue de vivre alors qu'elle a une vie de merde? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de continuer à, à explorer l'univers, à exister, à manger? Enfin, bon. Il y a donc tout cet aspect un petit peu psychologique, on va dire, mais qui est lié bien sûr à la situation dans laquelle elle se trouve. Et puis il y a l'aspect physique aussi. L'aspect physique, c'est très important parce que pour moi, on n'agit pas de la même manière selon le corps dans lequel on se trouve. Quand on est petit et fluet, on ne vit pas de la même manière dans le monde que si on est un grand costaud. C'est évident. Mais il me semble que c'est important de l'évoquer, surtout pour un personnage qui vit dans un univers en apesanteur totale et avec dans des simulations dans lesquelles le corps peut subir des attaques particulières, enfin, et qu'il peut être plus ou moins réparé. Donc, le corps a joué une importance vraiment très fondamentale dans la construction du personnage parce que finalement, elle réagit aussi en fonction de son corps, pas seulement en fonction de ce qu'elle pense. Et ça me permettait une fois que j'avais un petit peu le personnage à l'esprit, de mieux concevoir ses relations physiques et psychologiques avec les personnes de son entourage, y compris avec son écureuil, parce qu'il y a aussi un jeu avec l'écureuil. Donc voilà, la construction du personnage est venue à partir des personnages créés dans les nouvelles. Et puis après, l'intrigue vient, elle naît un peu du personnage aussi. Je vais faire une légère pause technique. On va fermer la fenêtre puisque les courants d'air attaquent le micro. Oh là! Ah oui, en effet. Donc, simplement.
comme ça, qu'il y ait pas de C'est problème de mieux? son après. Tu vas Oui. peut-être mourir de chaud par contre, non, ça va? Oui, mais ça va aller, je vais m'en remettre. D'accord. C'est un autre problème. OK. Pour revenir du coup à ce que tu disais, par rapport à l'interview des personnages aussi, hem, ça me paraît logique qu'il faille garder la fin puisque au début c'est, ce qu'on pense que va répondre le personnage qui prend le dessus, alors qu'à la fin c'est vraiment se laisser guider par ce que le personnage, nous dit, finalement, quand on écrit. Tout à fait, tout à fait. C'est on apprend à se connaître en fait. Enfin, c'est surtout moi qui apprends à la connaître parce que Dans l'autre sens, ça dans l'autre sens, ça m'inquiéterait un peu, mais bon, peut-être. Tout est possible, on ne sait pas. On est dans la fiction. hem Dernière question un peu générale, enfin même si on est quand même très axé sur le roman, je vais reprendre une question générale, après on va vraiment retourner sur le roman et sur les thèmes. Pourquoi non pas pourquoi, quelles sont tes inspirations quand tu écris? Est-ce que tu en as? Ah oui, oh bah, j'en ai Oui, trop. non mais une grosse inspiration par exemple. Une grosse inspiration. Bah, en fait, Trop. je saurais pas dire. Oui, parce qu'en fait, je dirais qu'un rien peut m'inspirer. Vraiment un rien. C'est-à-dire que, bah, par exemple, comme je lis, très rapidement, pas les romans, mais tout ce qui est non-fiction, les articles et cetera, très souvent, je ne lis pas ce qui est écrit. C'est-à-dire que je vais modifier le mot. Un mot, je sais pas moi, ça va être presque les mêmes lettres, mais ça va pas être exactement le même mot. Et donc, ça va susciter une image dans ma tête. Je me rends compte très vite, hein, que c'est pas le bon mot, mais entre-temps, l'image va être suscitée de quelque chose qui n'est pas, habituel. Et cette chose-là, elle va me rester dans le crâne. Des fois même, je peux prendre des notes et ça c'est pour ça, je veux dire, ça peut être n'importe quoi et ça va être comme une espèce de toute petite graine et alors des fois, il se passe rien, hein, mais des fois, ça fait comme un popcorn et ça fait un gros machin. On sait pas trop pourquoi, donc j'écris un truc. Quand je dis un truc, ça peut être quelque chose qui fait 5 lignes, hein, j'ai juste envie d'écrire quelque chose là-dessus. Voilà, donc ça peut être quelque chose de vraiment microscopique. Et puis il y a des choses qui m'inspirent peut-être plus, en fait, il y a tellement de choses. À chaque fois que je lis un roman, par exemple, enfin, quasiment à chaque fois, je je sais pas, ça m'inspire soit une technique narrative, je vais me dire: «Ah mais c'est génial ce qu'il fait!» ou alors, je vais me dire, «Ah mais ce personnage, mais c'est» enfin je sais pas, le personnage va me plaire parce qu'il va m'en évoquer un autre ou je sais pas. Donc je lis un livre, paf, j'ai plein d'idées qui me viennent à Oui, l'esprit. Non seulement ce que je lis, mais ce que je sais pas, c'est un peu comme si il y avait 2 films dans ma tête, le film de ce que je lis et le film de ce de que ce qui ça se crée me aussi en parallèle et ça donne des idées, et des fois des idées qui sont pas forcément directement en rapport, mais telle idée a donné telle idée qui a donné telle idée, et on arrive à ça et on se dit: «Ah, on pourrait faire avec ça, on peut créer, tel, personnage ou tel élément, tel aliment», Enfin moi c'est en lisant exactement tout à ça. l'heure, j'ai eu plein d'idées comme ça, c'est pour ça. Ça Mais c'est ça et c'est exactement ce que tu décris. Donc si tu veux, en fait, tout et puis même, je me promène, enfin je me promène ou je sais pas moi, je vais faire les courses. Tu vois des gens dans le supermarché, tu vois je sais pas, les gens ont quelque chose d'intéressant, ils sont il et dégage quelque ça chose. mais oui, ça peut être n'importe quoi, tu vas les entendre parler, ils vont avoir une intonation de voix. Ah, c'est intéressant. On dirait, je sais pas moi, cette personne parle comme un oiseau, par exemple. Enfin, comme le chant d'un oiseau de, je sais pas, un merle, tu vas trouver que ça a quelque chose d'un merle et tout de suite, tu penses à quelque chose qui va lier l'homme, le chant, l'oiseau. Je sais pas pourquoi. Tu vois? Ou Mmh. tu passes devant, quelque chose, devant un rayon, quelqu'un tu sais, souvent les gens, ils mettent un paquet d'autres choses, je sais pas, dans le rayon nouilles, Oui, tu te retrouves avec, des dragibus, par exemple. Ça n'a rien à voir parce que quelqu'un l'a mis là et ben, il va se passer un truc. Bah, non, mais là, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Mais tu oui, non vois? mais je vois ce que je vois l'idée. Et tu te dis: «Tiens» et en fait, parce que ça va être la forme du paquet, ça va être la couleur, ça va de loin, ça donne, par exemple, ça fait une tête de je sais pas moi, heu,
j'en sais rien, ça imite une tête de chien, par exemple. Et ben, tu vas imaginer un chien avec des nouilles. Enfin, je sais pas, mais non, mais là, je dis vraiment n'importe quoi, mais Oui, non, mais je c'est vois ce que exactement je ça. veux. C'est l'idée, il- tu regardes des choses et en fait, elles ne sont pas telles qu'elles ont l'air d'être. Il y a une double couche, peut-être même une triple, et tout d'un coup, voilà. Donc, c'est pour ça, je peux pas te dire ce qui m'inspire. En fait, bien sûr, il y a des thèmes qui m'inspirent, mais c'est des thèmes. Oui, mais c'est parce qu'il va faire l'histoire. C'est les petits éléments vus au pif dans la rue qui vont donner Oui, ce qui peut être le fil principal, mais par inadvertance, quoi. c'est ça. C'est ça parce que, par exemple, à tel moment, je vais m'intéresser au problème de l'origine du mal, par exemple. Et si je regarde mes dragibus dans les paquets de nouilles, je suis en train de penser à l'origine du mal et paf, je vois ça, je vois les dragibus et et ben, je sais pas, dans ma tête, il va y avoir nouilles, dragibus, mal et il va se passer un truc. Je sais pas quoi, mais voilà. Donc voilà, je ne peux pas prévoir, sinon ce serait vraiment pas drôle. Mais voilà, c'est très. Donc des inspirations, oui, disons que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens, les sociétés, les, d'une manière un petit peu générale, tout simplement et très bêtement, les grandes questions qu'on se pose, d'où viens-je, où vais-je, tout ça, comment être heureux, est-ce qu'on peut vraiment être amoureux, d'où vient le mal, pourquoi, pourquoi quelque chose plutôt que rien. C'est- Non, mais voilà, donc si tu veux, c'est pas. Je peux pas te dire vraiment, c'est des questions qui sont à la fois très très profondes, très grandes, sur lesquelles on réfléchit depuis 2500 ans, et puis en même temps des trucs hyper quotidiens. Comment je fais pour me sentir bien alors que ma journée est pourrie, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. par exemple, mais c'est vachement important. Donc voilà, les deux se rejoignent. C'est vraiment les deux bouts qui forment un cercle, en fait, ça se rejoint. Donc te dire mes inspirations, tout m'inspire, en fait. Tout ce qui touche à l'humain m'inspire, à sa relation avec l'autre, avec la nature, avec l'environnement, avec le monde, avec l'univers. C'est intéressant, voilà. Je C'est pas une vois. réponse très... C'est un peu large comme Non, réponse. si. Non, mais c'est toujours intéressant de voir aussi, enfin, de voir aussi les différentes façons dont s'inspirent les auteurs. Donc là, sur un interview, ça se voit pas, mais moi, au fur et à mesure que je fais des interviews, ça m'intéresse de faire le lien et de me dire, tiens, j'ai eu telle réponse à cet endroit, telle réponse. Après, c'est vrai qu'on le sait souvent, qu'on dit tout inspire. Mais il faut se Oui, nourrir de oui. tout en soi. Oui. Il faut se nourrir de tout. Parlons un peu des grands thèmes du roman. Mhm. Euh, J'avais d'autres questions, mais si on a du temps à la fin, je les poserai. Vas-y, Euh, je t'en prie. les grands thèmes, moi ce que j'ai vu, alors, euh, le grand thème qui est noté en quatrième de couverture, mais qui est vrai, c'est la liberté. Et c'est Mhm. ce roman transpire le désir de liberté de la protagoniste, désir de disposer de sa vie comme elle l'entend. Et donc, pour, euh, pourquoi ce, pourquoi ce thème est-ce que c'est un message que tu veux faire passer par le roman que... Non mais Oui, ça se oui, pose. non, mais je comprends tout à fait ta question. J'ai pas de message à faire passer, moi. Je suis pas quelqu'un qui fait passer des messages. Ce qui m'intéresse dans l'écriture comme dans la lecture d'ailleurs, c'est plutôt de me mettre à la place de quelqu'un d'autre et de me poser des questions d'une manière que je n'aurais pas imaginée dans ma vie, dans ma vie. Donc, comment dire, pour me poser certaines questions, je suis obligée de me placer dans une situation qui n'est pas la mienne, dans un personnage qui n'est pas le mien, dans un corps qui n'est pas le mien, dans un temps qui n'est pas le mien. Ça me permet de voir les choses d'un autre point de vue. Je choisis un autre lieu. Et en fait, dans ce roman, j'avais envie de faire vivre une expérience au lecteur, l'expérience d'un personnage qui, qui est placé en fait dans les mêmes conditions que nous, mais exacerbé, vraiment extrême.
vraiment l'aporie. C'est-à-dire qu'il me semble que souvent, dans notre vie, nous avons tellement d'échappatoires, tellement de possibilités de nous aveugler nous-mêmes, de nous tromper, que nous ne nous posons pas certaines questions que nous devrions peut-être nous poser. Et ça nous évite évidemment d'y réfléchir. Donc là, il me semblait que, pas du tout pour délivrer un message, mais plutôt pour faire vivre cette expérience et éventuellement faire se poser des questions. Voilà. Donc pour moi, bien sûr, il s'agit de liberté, mais c'est pas une liberté vis-à-vis de n'importe quoi, de mon point de vue. Mais après, moi, je considère pas que l'auteur soit forcément le meilleur exégète de ses œuvres. À mon avis, on met des choses dans ce qu'on écrit et puis les lecteurs, ils mettent autre chose. On Oui, est de 50% dans l'affaire, mais le lecteur aussi. Donc, si on me dit, ah mais moi je trouve que c'est un roman sur la liberté, ben, c'est donc un roman sur la liberté. Je n'en suis absolument pas choquée. Pour moi, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est un personnage qui s'interroge sur, qui se trouve obligé par sa situation euh, de s'interroger sur la nécessité de se reproduire, la nécessité enfin, de se reproduire, oui, de se reproduire, de choisir entre son espèce et son individualité. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Et c'est vrai que ce n'est pas une question qu'on se pose forcément, enfin on se la pose quand même beaucoup plus maintenant, hein. Mais disons qu'on peut ne pas, on peut passer toute sa vie sans se la poser parce qu'on peut soit tout simplement se dire bah oui bah, je vais me reproduire, soit se dire bah, j'aimerais bien mais je ne peux pas, soit bah, je j'ai pas envie et si on me force je m'en vais, je vais ailleurs dans un endroit où je peux ne pas me reproduire. Là elle n'a absolument pas le choix, donc elle est obligée de se demander si ça vaut, enfin si elle a le droit de le faire, de dire non, et si pourquoi est-ce qu'il faudrait, même en dehors de son cas particulier, pourquoi est-ce qu'il faudrait perpétuer l'espèce. Donc c'est, voilà, pour moi, oui, mais ça n'engage que moi. Je le redis, je me sens pas vraiment, même pas du tout propriétaire des sens qu'on peut trouver à ce que j'écris, hein, vraiment pas du tout. Donc voilà, moi j'ai essayé de créer une histoire dans laquelle on a un personnage qui est certes emprisonné, qui fait tout pour sortir de cet emprisonnement, pour respirer sa liberté. Et sachant que cette liberté, pour moi, concernait cette nécessité, cette obligation de reproduction. oui. Voilà. Oui, disons elle est née dans un programme et ça porte bien enfin ça fait tout de suite penser au programme d'un ordinateur et Mhm. elle n'est pas un ordinateur et elle ne veut déroger à ce programme. Elle comprend pas. Surtout qu'elle n'a pas accepté de le faire. Elle est née Ben, pendant. non, elle n'a ni accepté ni refusé, on lui a tout simplement pas demandé son Oui, c'est avis. ça. Donc comme ça, c'est pratique, on risque pas d'avoir de réponse négative, on vous demande rien. Débrouillez-vous, allez-y, c'est parti. C'est Donc déjà oui, c'est fait, c'est une déjà petite... lancé. Voilà. Vous n'avez plus Oui, le oui, choix. voilà. Ça, c'est exactement ça. La question du choix ne se pose même pas. C'est ça que je trouve intéressant parce que ça se trouve aussi d'une manière peut-être un petit peu plus, même certainement, un peu plus cachée dans un certain nombre de sociétés contemporaines notamment. Ben, tout est tellement évident qu'on n'interroge pas les choses. C'est tout. Voilà. Donc, Mm. quand on ne se pose pas de questions, on ne peut pas se demander si on est d'accord ou pas, puisqu'on ne se la pose pas. C'est Mais après, super pratique. c'est comme ce que tu disais, des fois on ne se pose pas de questions parce qu'on a peur de la réponse. Aussi, Des fois on a aussi, peur de la aussi cela, question, mais des fois on a peur de la question et de la réponse. tout à fait. Ça peut être plus ou moins dissimulé, inconscient. C'est pour ça qu'on ne se la pose pas. Mais donc voilà, mais j'avais envie que ça soit quand même quelque chose d'assez plein d'aventures. Enfin, d'aventures. Il y a quand même oui, même si c'est dans un endroit très fermé, je voulais qu'il y ait un côté aventureux, un côté action, en fait. Chaque chapitre est une aventure. Bah, chouette. Je trouve. Non, mais après, c'est aussi la Tant façon dont mieux. ils sont construits et le titre de chaque chapitre, ça amène à. Enfin, oui,
C'est pas, ça forme, le tout forme une aventure, mais chaque chapitre est une mini-aventure en lui-même. Je suis ravie que tu le ressentes comme ça parce que je voulais justement que ça soit, parce que là on parle des thèmes, tu sais, c'est un côté un peu philosophique et tout, mais je voulais que ça soit une vraie histoire Oui, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est quand l'individu réagit ou agit, et ben il se bat, il fait des choses, il fomente des complots, des mm, sabotages, il agit, il fait des choses, quoi. Donc il y a de l'action. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, parce que, je le redis, mon objectif n'est pas de transmettre un message du tout, mais de faire vivre une aventure, en fait. Et bon, voilà, tant mieux si ça fonctionne. non, et puis ce qui est agréable, c'est que les chapitres, enfin, sont de vrais chapitres. Pour moi, un chapitre, c'est quelque chose qui a en quelque sorte enfin, le découpage doit avoir un sens. Ce Mhm. qui n'est pas toujours le cas dans les romans, et là, ça a bien un sens. Et ma logique aime beaucoup. Ah bon, bah, tant mieux, j'en suis ravie. Ben, oui, normalement, on essaie de faire en sorte que ça ait du sens, mais... Non, après, des fois, c'est juste pour que ce soit plus court pour les lecteurs, puisque les lecteurs lisent en Ah oui. petits chapitres. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les chapitres de Paideia sont assez longs. C'est pas forcément, oui, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'investissement dans un chapitre. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Là, en plus, bon, ça ne se voit pas trop, mais il y avait un petit, enfin, j'ai joué un petit peu aussi sur les chiffres, sur ce qui se passe dans chaque Oui, chapitre. Donc voilà, c'était aussi dû à cette... La construction a vraiment un sens dans ce roman. Je pense qu'elle a quand même très souvent oui, elle a du très sens souvent dans un la sens. plupart des romans, je pense, parce que c'est quand même, c'est l'architecture, c'est ce qui soutient l'histoire, donc l'intrigue. Donc Elle normalement, a il y a quand toujours même... elle a toujours un sens, mais dans les gros romans ou qui vont être constitués de, je ne ouais, sais pas, 50 courts chapitres, on va oui, c'est vite différent. perdre le sens de cette Mm, mm, construction. mm. Alors que là, quand on se retrouve avec un roman qui fait 323 pages, 322, 322 pages et que on a 10 chapitres, on voit le sens, on voit l'évolution des chapitres. Et Mm, je trouve que c'est bien aussi pour le lecteur de voir cette construction, que ça peut aider à lire, à comprendre l'histoire. mhm. Oui, oui, ah bah, oui, j'espère. Ah, mais je suis super contente que, que ça soit... Non, parce que quand on construit quelque chose, euh, l'objectif, c'est de faire plaisir au lecteur, en fait. Et bah, si ça marche, tant mieux, parce que moi, j'aime bien mettre des petites choses, comment dire, c'est un peu comme des œufs de Pâques. Tu vois, quand le lecteur le trouve, il est content. Enfin, Oui, non, mais moi, j'aime bien ça. Il y a un petit jeu avec le lecteur. Bon, là, je l'ai fait un tout petit peu, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très agréable moi-même en tant que lectrice quand il y a un clin d'œil très discret de la part de l'auteur pour te montrer que il t'a donné des indices pour que tu penses telle chose, tu as bien trouvé, ou bien, et donc tu es content, oui. ou bien il t'a donné des indices pour que tu penses telle chose, mais c'était pas ce qu'il fallait faire et c'est une ruse. Enfin bon, bref, Oui, oui, je non, trouve mais que c'est amusant de jouer. Enfin bon, mais on joue avec c'est les personnel. sentiments du Oui. lecteur et ses attentes. Mais oui, moi j'aime bien, je trouve ça amusant. Après, bon, mais je le fais pas de manière trop visible parce qu'il y a des lecteurs qui n'aiment pas forcément qu'on joue avec eux, donc je ne joue pas, je ne joue qu'avec ceux qui ont envie de jouer. Voilà, tout simplement. Autre thème que j'avais vu aussi, enfin, qui rejoint un peu la liberté, cette liberté, c'est un rêve de liberté. Non mais, enfin, sans parler dans les détails de l'aventure, mais je veux dire, c'est beaucoup construit autour de ses envies, et même, je veux dire, ses rêves sont décrits, on parle de ce qu'elle voit la nuit dans ses rêves, quand elle dort. Et enfin, ma formulation. Les aléas du C'est pas direct. grave. Non, mais vas-y, tranquille. C'est- Qu'est-ce que tu voulais, enfin, c'était sur quelle thématique que tu voulais m'interroger? C'était sur le rêve, mais Le rêve. Tu as parlé au début de ta question de rêve de liberté, que oui, la liberté n'était qu'un rêve. Qu'est-ce que tu voulais dire ou qu'est-ce que tu voulais savoir? ça vient de m'échapper. Euh, Je ne sais pas. j'aurais dû formuler ma question et pas juste marquer un mot-clé.
Bah écoute, je C'est ne pas sais grave. pas quoi te dire. Ce n'est pas Mais grave. oui. On va Non, sauter. tu sais, tu peux passer à la question suivante Oui, et puis on reviendra sur celle-là si ça te revient. oui, si ça me Il n'y a revient pas et de si ça me problème. revient pas, j'ai d'autres choses à demander, c'est pas Oh, mais je ne grave. m'inquiète pas. Non, alors un autre thème beaucoup plus triste, enfin triste. Les jeux des enfants, entre guillemets, Oui, le harcèlement, en un autre mot. voilà, ça. Euh, Oui, le jeu, ça dépend du point de vue. Mais oui, oui, tout à fait, pardon. Oui, oui, le harcèlement qui est au cœur de l'ouvrage, parce que finalement c'est la plus grosse motivation pendant une grande partie. La motivation de la protagoniste, c'est elle liée à ce harcèlement, c'est elle veut impressionner les autres pour se faire accepter. Et donc, bien sûr. euh, on peut se demander euh, pourquoi. Enfin, c'est très délicat de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui peut blesser des gens, notamment. Je tiens à prévenir que je ne cherche pas à blesser des gens. Si ce thème peut vous blesser, n'hésitez pas pour ceux qui regarderont YouTube, à revenir plus tard, on mettra un timer. Euh, oui, pourquoi mettre en place une telle brutalité entre ces enfants? Et, Attends, euh, pardon. Oui. je cherchais mes mots parce que pour l'instant, ma formulation, je pense qu'elle sera très blessante pour des personnes qui pourront regarder, donc je cherche un peu mes mots. Si tu peux répondre déjà à cette Vas-y, affermative. vas-y, vas-y. Bah, pourquoi aussi brutale? Bah, parce qu'elle est brutale dans la vraie vie Oui, et que justement, c'est le harcèlement, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas seulement dans les cours de récréation chez les enfants, mais qu'on trouve partout en fait, au travail, dans une association, dans presque dans même dans, par exemple, je sais pas moi, une fête d'anniversaire, un dîner de Noël. C'est quelque chose qui fait partie des relations humaines courantes, hein, aussi étrange que ça puisse paraître. Et là, je l'ai placé là où on l'attend, c'est-à-dire dans un contexte un peu scolaire. Mais paradoxalement, les éléments dont je me suis inspirée pour écrire ces scènes ne sont pas forcément scolaires, mais sont tirés aussi de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu entendre de vécu, par exemple, dans des bureaux, au travail. Ça, oui. c'est quelque chose qui existe et qui est connu en plus. Et parfois Euh, dénoncer. Mais Parfois dénoncé, heureusement, mais disons que c'est vraiment pour moi quelque chose qui n'est pas anecdotique, qui n'est pas anodin et qu'on retrouve pratiquement mais même à dans tous un les EHPAD, niveaux. je veux dire, à tous les âges de notre vie et dans presque, dès l'instant où il y a des groupes humains, le risque de harcèlement existe. C'est, c'est, c'est- voilà, c'est un constat. C'est un Ça. constat. Et donc pour moi, la brutalité, en fait, ça paraît vraiment brutal, c'est sûr. On m'a fait souvent la réflexion, mais pour moi, c'est simplement euh, enlever le phare et les atours qu'on place généralement sur le harcèlement. Parce que pour les harceleurs, c'est un jeu. Qu'est-ce qu'on rigole? Mm. C'est très... et Oui. précisément, ça l'est vraiment pour eux. Le plaisir de faire souffrir existe, il ne faut pas l'oublier. C'est un truc étrange, mais ça existe. Arracher les pattes d'une araignée, ça existe. Non, et Enfin, je puis veux dire, aussi, certains harceleurs ne se rendent même pas compte qu'ils font souffrir. Pour certains, c'est un jeu. Enfin, pour certains, oui. ils se rendent compte d'une souffrance sur le moment, mais ils se disent pas que la souffrance va engendrer d'autres souffrances sur le long terme aussi. Oui, par exemple, tout à fait. Donc, en fait, pour moi, la brutalité du harcèlement telle qu'elle est présentée n'est pas du tout une brutalité excessive, hein. Elle est simplement une brutalité réelle, réaliste, présentée sans les éléments qu'on Oui, utilise habituellement pour la masquer. C'est-à-dire que c'est ou du pour l'adoucir. brut.
pour l'adoucir ou même pour l'adoucir aux propres yeux des harceleurs. Donc voilà, c'est très... c'est simplement un petit peu comme si on enlevait les œillères, tout simplement, et on regarde les choses telles qu'elles sont, et c'est en effet quelque chose d'insupportable, d'horrible, et pourtant de tout à fait banal. Mm. J'allais dire banalité du mal, on n'est pas loin. Mais voilà, donc, donc pour moi, ce n'est pas une violence gratuite, loin de là, c'est une violence normale. Enfin, normale au sens où, quand je veux dire Oui, normal, non, je veux dire le mais niveau de violence présenté est normal. Il n'est pas aussi fort qu'on pourrait le croire. C'est comme ça qu'une personne harcelée va le ressentir. il est commun aussi. Ça, Ben oui, ça, voilà. c'est... Donc c'est pas violent. C'est pas violent, mais donc on comprend mieux aussi de cette manière pourquoi le personnage va avoir tellement envie de faire partie du groupe, parce que évidemment ça ne lui plaît pas d'être harcelée, ça ne lui plaît pas d'être la dernière roue du carrosse. Elle a envie, elle a besoin aussi de contact humain, elle a besoin d'intégration dans un groupe, mais pour trouver sa place, la place qu'on lui a assignée, parce qu'encore une fois, c'est une place que les autres lui ont donnée, c'est pas celle qu'elle a choisie. Enfin, je suis pas sûre que quelqu'un choisisse un jour d'être un souffre-douleur, ça peut arriver, mais bon, a priori, en tout cas, ça n'est pas son cas. Mais elle voudrait avoir une place, en tout cas meilleure, et elle ne sait pas comment faire. Elle fait ce qu'elle peut. Après, c'est vrai que ça donne aussi un personnage qui va être désagréable, parce que quand on est élevé de cette manière-là dans un univers comme celui-là, ça vous apprend pas Bah, disons la que bienveillance, tout ça, quoi. ses seules références sont... Ses seules références sont son couple parental, certes, mais qu'elle voit assez peu finalement sur une journée, et ses harceleurs. Et voilà, Et un donc animex, mais ce n'est pas, l'animex, mais on peut pas vraiment le compter dans une... c'est Il a pas différent. quelques... Elle a une relation différente avec lui. Voilà, oui. Donc bon. Du coup, tu as répondu à la deuxième question que j'avais en même temps, ce qui m'évite de la poser, ça me va très bien. D'accord. C'était pas, je savais pas, je connaissais pas la deuxième Oui, question. mais ça évitera tout problème. Tout en un. Super, bah tant mieux. Euh, J'avais une question un peu par rapport à la culture. Donc, c'est les 10 jeunes filles suivent des cours sur quelle était la terre morte et donc ces cultures. Elles ont une langue par jour. Le maya, le grec mort, donc le grec ancien, je suppose, Oui. et le mandarin. J'ai relevé ces trois-là. Je sais plus si on a combien il y en a. En fait, il y en a une par jour de la semaine, donc il y en Oui, a 7, mais elles ne sont pas toutes nommées. oui, c'est ça. Certaines le sont, mais pas toutes. Il y a du chinois, il y a du russe, oui. Oui, voilà. Pourquoi ce choix de... Bah, pourquoi les faire apprendre ces langues, finalement, alors qu'elles sont 10 et les couples parentaux? Pourquoi en faire apprendre autant? Pourquoi faire apprendre des langues mortes autant que des langues vivantes? Euh, Elles sont toutes mortes, ces langues. Elles Il n'y sont a toutes plus de mortes? locuteurs. Ah oui, c'est vrai, techniquement, c'est vrai. Que dans ce... Pourquoi leur faire C'est ça apprendre qui est autant de drôle. langues mortes? En plus, elles parlent avec leurs mains, donc elles ont d'autres langages. Mais finalement. En fait, la réponse est déjà en partie dans ta question, c'est-à-dire Oui, que ce qui est intéressant dans les langues, c'est la vision du monde qu'elles véhiculent. oui, Toutes ces langues sont mortes. Même, c'est pour ça, ça m'avait un petit peu amusé, mais bon, je m'amuse des fois toute seule aussi, d'appeler l'une de ces langues grecques mort, sachant que bah, toutes sont mortes. Mais bon, oui. bref, donc des langues qui sont d'époques différentes en fait, c'était ça l'idée, hein, c'était d'avoir des langues d'époques différentes, d'époques de l'humanité différentes. Alors, la raison, il n'y a pas de raison invoquée dans le texte, mais pour moi, l'idée était de montrer des visions différentes du monde, ne serait-ce que par exemple, justement, des langues agglutinantes, des langues analytiques, des langues qui existaient à une certaine période et donc qui reflétaient une vision du monde avec des réalités complètement différentes des langues les plus récentes. Euh, c'est simplement une manière de montrer à la fois le côté patrimoine de la terre qu'on veut transmettre et à la fois ce côté totalement inepte. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens.
Ça en a un, mais en réalité, ça n'en a pas vraiment. Il va y avoir une nouvelle humanité, enfin en tout cas, je sais pas, je ne dirai rien sur ce qui se passe à la fin, mais l'objectif en tout cas, c'est d'avoir une nouvelle humanité qui va forcément se créer une nouvelle culture. Et l'idée, c'était donc d'avoir des références de culture passant par à la fois les éléments culturels eux-mêmes, mais la langue qui est vraiment l'un des vecteurs de mode de pensée. Quand on a une langue qui s'écrit avec des idéogrammes, on n'a pas du tout la même chose qu'une langue, par exemple le maya, qui est l'une des langues choisies, même si, alors je n'ai pas précisé si c'était du maya contemporain, bon, en fait c'est du maya contemporain que j'ai mis hein, pour les exemples, mais le maya est une langue qui, comme le chinois, a une très très longue histoire et est écrit avec des glyphes. Donc, dans l'Antiquité. Enfin bref, enfin, pas dans l'Antiquité, mais dans l'Antiquité de la Oui, langue. je vois. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois pour montrer, c'est un symbole qui montre la volonté patrimoniale, il faut transmettre toute la culture mondiale, etc. Et en même temps, le côté totalement dérisoire de ces choix, puisque finalement, ça n'a plus de sens. Les réalités qui sont désignées par ces langues n'existent plus. Oui, et puis le Et futur, enfin, elles veulent construire un futur qui soit différent de ce passé. Donc elles vont tenter d'éviter ces réalités. on ne sait pas, mais en tout cas, Oui, enfin, la en réalité théorie, du c'est leur monde, théorie. voilà, en théorie, la réalité du monde dans lequel elles vivent déjà et dans lequel elles sont censées vivre à l'avenir seront euh, des éléments qui façonneront à la fois la pensée, mais très probablement là où les nouvelles langues qui seront développées. Donc ça fait simplement partie de l'héritage et c'était une manière de symboliser, comme je le disais, à la fois la richesse de cet héritage et en même temps son caractère inepte. C'est comme si vous appreniez, je ne sais pas moi, on vous apprend à survivre dans le désert et on vous envoie en Antarctique. C'est, Oui, je vois. la différence est flagrante. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Ça veut pas dire que ça ne sera pas du tout utile, mais c'était un petit peu pour symboliser le côté ridicule aussi de cette situation. Et en même temps, il faut bien transmettre quelque chose parce que c'est grâce au patrimoine de l'humanité qu'on peut faire face à toutes sortes de situations. On ne sait pas quelles seront les situations auxquelles elles devront faire face, donc elles pourront puiser dans des visions du monde différentes, que ça soit, qui auront été portées par les différentes langues. Voilà, y compris la langue des signes. Il y a plusieurs langues des signes. Je n'ai pas précisé, mais il y en a. Mais bon, bref, on s'en fiche. Les modes d'expression servent à exprimer donc la pensée, donc sculpte la pensée et la pensée sculpte l'expression. Ça va dans les deux sens. Eh ben, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va bientôt faire 1 heure, si ça Mhm. te va. Et, Oui, oui, euh, très bien. et je n'ai pas ma question n'étant pas revenue, euh, elle restera en suspens. Ce sera la question mystère, la question sans nom. Si quelqu'un la trouve en commentaire, je te la transmettrai. Avec plaisir. Non, eh bien après avec l'horaire, avec l'heure du live, je pense il n'y a pas beaucoup de viewers. Il y aura peut-être plus de monde aussi sur YouTube, sans doute. Puis les C'est gens pas pourront grave. regarder alors qu'ils L'important, c'est veulent. la qualité. Oui, l'important c'est la qualité. Puis on a bien parlé, on s'est bien amusé. Tout à fait, exactement. L'important, c'est aussi le moment passé. Donc bon, j'espère que tu Je as suis passé bien un bon d'accord moment. avec toi. Ah ben oui, je te remercie pour tes questions qui m'ont un peu surprise aussi. Parfois, je ne m'y attendais pas forcément. Donc c'est intéressant parce que ça me permet aussi de voir ce que j'ai écrit sous un autre angle. Pour moi, c'est toujours une découverte. Bon bah, Donc j'apprécie. moi c'est ce que j'espère. J'espère avoir toujours un peu des questions qui sortent un peu des questions habituelles qu'on peut poser. Même si j'ai Bien, c'est mes comme ça. questions bateau de départ que j'aime bien garder. Mais tu as raison parce que parfois, c'est aussi avec une question qu'on croit un peu banale qu'on arrive à quelque chose d'intéressant et d'inattendu. Donc au contraire, c'est comme les paquets de nouilles, hein. Enfin, je veux dire, tout est possible. On ne sait pas, on ne sait pas. Le réel nous réserve des surprises. Donc merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir. Bah, merci à toi, je vais couper le stream et du coup bah retrouvez-nous sur
sur YouTube et sur, nos réseaux. Est-ce que tu as, une annonce spéciale à faire, un prochain festival où tu seras ou tu sais pas? Le prochain festival où je serai, ce sera en Corse du Sud, entre le 24 juin et le 28 juin, 24 juillet pardon et le 28 juillet si mes souvenirs sont bons, c'est Alta Leguier. OK. Je ne parle pas corse, pardon. Je suis désolée, hein, sinon je serai à Hypermonde et aux Utopiales. OK, bah, très Voilà. bien. Et nous, on va se retrouver, pour le prochain Live Actu le 2 juillet, qui n'est pas encore annoncé sur les réseaux, ça va venir. Voilà. Au revoir Twitch. Au revoir Twitch, les viewers.